Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, on a Ayoub Marceau. Bonjour Ayoub. Salut. Salut. Alors, t'es humoriste. On t'a découvert lorsque t'as intégré la troupe du Jamel Comedy Club. T'as depuis écrit ton premier one-man show. On t'entend sur France Inter. Bref, est-ce qu'on peut dire que tu commences à bien te faire un nom ? Un nom, ouais, je pense que dans le métier, quand même, on commence à me connaître. Après, moi, en tout cas, je suis surtout. Je pense que là, depuis que j'ai commencé, je suis là où je dois être. Et voilà. C'est-à-dire dans School TV. Avec toi, à parler de football, voilà, ou de basketball, voilà. C'est quoi tes projets dans les prochains mois ? Mes projets, c'est de encore écrire. J'ai pas mal de projets de séries. J'aimerais bien écrire une pièce de théâtre. Et surtout mon spectacle. Avoir un vrai spectacle qui cartonne et qui est un peu différent de ce qu'il y a en ce moment. Donc, pas le premier que tu as déjà écrit ? Si, ça va être la continuité, parce qu'il n'est pas encore fini. Et en vrai, ça va, je suis un nouveau encore. On va te revoir sur scène ? Bien sûr. Quand ? Là, à partir de janvier, je rejoue mon spectacle. Et là, sinon, sur scène, je suis tous les soirs, moi, sur scène. Je suis dans un spectacle, là, je joue au Tête du Gymnase, je suis MC dans un gros spectacle de danse qui est super. Et c'est trop différent, donc c'est cool. Comment ça s'appelle ? Empire Strip Back. Et ça, c'est tous les jours ? C'est du jeudi au dimanche. Je suis dans la troupe du Jamel Comedy Club du jeudi au dimanche aussi, mais... Tu fais les deux ? Je fais les deux, bien sûr. Après... C'est juste à côté, pour le coup. C'est juste à côté, mais surtout qu'il y a différentes horaires. Tu vois, il y a 19h30 le spectacle Empire Strip Back, et après, tu as Jamel Comedy Club 22h, ou des fois des créneaux à 18h. Donc j'ai le temps de faire le... Tu vois. Tu restes dans le quartier ? Je suis un bosseur, c'est ça qu'en gros je veux dire. Et je joue énormément. Après, il y a le Panama Café aussi où je joue énormément pour tester mes trucs, mes blagues. Et puis c'est un café que j'aime beaucoup parce que c'est un endroit on peut jouer tous les jours là-bas. Et sinon, la tournée du Jamel Comedy Club, voilà. Donc, qui commence quand ça alors ? Qui commence, qui a pas fini en fait. J'étais à Tahiti et à Nouméa, je viens de revenir. Okay. Et on a fait Cannes, après il y a eu la coupure un peu avec la rentrée et on est reparti direct à Tahiti. Et c'est toujours les mêmes artistes qui sont... Moi, en tout cas, je fais partie un peu maintenant des titulaires et des résidents. Et je pars en Guadeloupe dans 3 jours, voilà, dans 5 jours. Tu ne choisis que des destinations. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ici. Voilà. Et tu as beaucoup de chance. Allez, on arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. Quel genre d'élève tu étais ? J'étais un élève qui s'ennuyait beaucoup en classe, mais qui faisait rire les autres tout le temps. Perturbateur un peu. T'as grandi où ? J'ai grandi en région parisienne et en Bretagne. Ah bon ? Ouais. Dans quel ordre ? T'es né où déjà ? J'ai beaucoup bougé en fait parce que j'étais athlète de haut niveau. Je suis né à Pontoise dans le 95. Ok. Moi j'ai eu de la chance, mais en même temps, je l'ai un peu mal vécu. J'ai beaucoup déménagé. Et pourquoi tu l'as mal vécu ? Je l'ai mal vécu parce que quand t'es jeune, quand t'es petit, t'as vraiment des liens avec tes copains, quoi. Donc tes potes d'enfance, tes amis d'enfance, etc. Et du coup, quand tu bouges énormément, tu dois toujours refaire tes preuves, tu dois toujours te retrouver. Premier déménagement à quel âge ? Et j'ai déménagé à 8 ans. Après, j'ai redéménagé à 13 ans. Ok. Et après, je suis reparti à 15 ans. 8 ans, c'est pour aller où ? 8 ans, je vais en Bretagne et après, je reviens en région parisienne. Et pourquoi tu pars en Bretagne alors ? Pour mon père, pour le travail. Ok, ça n'a rien à voir avec le sport. Non, mon père, non, rien à voir avec le sport. Et après, je suis retourné grâce là-bas, les liens que j'ai créés, ça m'a fait retourner pour le sport. Et t'étais où d'ailleurs en Bretagne ? À Rennes, voilà. C'est là où je suis née. C'est vrai ? Mais c'est sympa Rennes. T'as pas aimé ? Ouais, après quand t'as connu Paris, la région parisienne... tu faisais du parisianisme. C'est le top du top. Ah bon ? Paris, c'est... Est-ce que t'avais des frères et sœurs ? J'ai 2 grands frères et une grande sœur. Ok. Ça se passe comment en famille ? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai été très proche de ma grande sœur parce que c'est celle qui a le moins d'écart avec moi. D'accord. J'ai 2 grands frères qui ont 12 et 10 ans de plus que moi. Oui. Donc c'était mes grands frères et en même temps j'étais leur chouchou parce que j'étais le plus petit, donc ils ont été grave protecteurs avec moi. Et grâce à ça, en fait, c'est que ça m'a appris à... comme tes grands frères ils sont plus grands que toi, etc., c'est un peu eux qui prennent un peu les choses un peu néfastes de la vie familiale, donc ils m'ont beaucoup protégé. Toutes les choses positives, c'est moi qui les ai un peu prises, genre de partir en sport-études. Mon père, il a été beaucoup plus libre avec moi, parce que grâce à mes frères et sœurs... Tu mesures ta chance. Ouais, exactement. Moi, je suis hyper reconnaissant de ça. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mes grands frères et à ma grande sœur. Ma sœur, ça va, parce qu'elle a grandi avec moi. Mais mes grands frères, c'est comme ils ont 10 et 12 ans, ça a été un peu plus dur quand même. L'enfance, du coup, tu dirais que pour toi, c'est un souvenir heureux ? Ouais, grave. Ouais, parce que j'avais mes grands frères qui étaient mes modèles et en même temps qui étaient là pour moi. J'ai mes parents qui ont toujours été là, ils ne nous ont jamais abandonnés. Ils ont toujours été là, je suis hyper reconnu, je suis hyper redevable envers mes parents.
Ma mère, beaucoup d'amour. Mon père, quelqu'un de très juste, de très dur, mais un homme, quoi. Donc voilà, je peux rien lui en vouloir, même s'il a été très dur, mais ça m'a appris beaucoup de choses, donc c'est cool. Et ma mère, beaucoup d'amour. Une femme, beaucoup d'amour. Voilà. À quel âge tu fais rire les gens? Dès le plus jeune âge, en famille. Voilà, je vais faire le cliché un peu que tout le monde a, c'est ma mère qui est marrante. En fait, nous, dans la famille, on se disait pas qu'on s'aimait, mais on s'aimait avec des vannes. Donc en se clashant, Ah ouais? Ouais, en se clashant, en se titillant, vraiment, comme on dit qu'il y a châtie bien, ça a vraiment été ça dans ma famille. Ça a été beaucoup d'amour comme ça. On s'embêtait entre nous et... Donc tout le monde est drôle finalement dans la famille. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, c'est pas toi le plus drôle. Même pas, on est tous marrants, sauf ma soeur, elle est pas trop marrante. Elle rigole. Mais elle a rien fait. Ouais. Voilà. À quel âge, donc tu te dis que tu veux peut-être travailler un peu plus l'humour? En fait, le déclic que j'ai, moi, c'est quand je suis au collège et que je vois que mon père est quelqu'un de très dur et je vois qu'en fait, les seules choses où je le vois vraiment passer des moments où il rigole et je vois vraiment où je vois son côté un peu marrant, où vraiment il se lâche, c'était devant des films humoristiques ou des séries humoristiques. Genre, mon père, il aimait beaucoup Coluche, il aimait beaucoup Louis de Funès. Et il nous parlait peu, mais grâce à ces gens-là, en fait, moi, quand je les voyais faire rire mon père, je me disais, putain, en vrai, j'ai envie de faire ça parce que mon père, il rigole de ça. C'est-à-dire, si eux, ils arrivent à faire rire mon père, c'est un truc de fou. Bon, c'est du pour coup, ton père, en fait, que tu te... il y a eu non, mais franchement, il y a eu ce truc-là un peu. Franchement, j'ai eu une sorte de déclic. Je regardais mon père, je voyais, il était mort de rire devant Coluche, devant Louis de Funès, devant ce genre d'humour. Et je me suis dit, c'est fou, mon père, il rigole devant ça. C'est qui ces ovnis, tu vois? Tu sais, quand tu vois un mec qui rigole jamais autour de toi, Ouais. et que tu vois qu'il se lâche devant un truc et qu'après, le lendemain, il est hyper sérieux et tout. Tu vois? Donc, tu vois, Et toi, ça te faisait rire à l'époque? Ça me touchait, en fait. C'est que je me dis, c'est un truc de fou, l'humour. C'est un truc de fou de faire rire les gens, parce que même les gens durs et qui sont hyper relous. T'as senti que là, t'avais une bonne arme et... Je me suis dit, en fait, c'est la meilleure arme. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Et ma mère, hyper rigolote, qui est toujours dans l'humour, toujours dans les vannes. On a grandi, on est très cinéma français. On a grandi dans la culture un peu humour français, humour à l'ancienne, etc. Dans les films, Les Inconnus. Les Inconnus, après, moi, quand j'ai grandi un peu, Eric et Ramsey, Jamel, etc., j'ai grandi avec ça. Mais on était très humour dans la famille. Est-ce qu'il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver qu'humoriste? Commissaire de police. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que, mais après, en vrai, c'est l'anecdote pareil, c'est que mon père, il aimait beaucoup les téléfilms policiers. Et pareil, ça a été un truc, quand je le voyais devant ce genre de séries, etc., je voyais qu'il kiffait, en fait. Et en fait, je me suis un peu inspiré de ça. Je me suis dit, ça serait charmant d'être commissaire de police, tu vois, des séries basiques, tu vois. Et en fait, quand j'ai grandi, je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je veux faire du cinéma. Et j'aimerais peut-être un jour avoir un rôle de commissaire de police au cinéma. D'accord. Mais non. T'es renseigné? Bien sûr, j'ai fait du droit à Rennes. J'étais en sport-études et je faisais du droit. J'ai eu des horaires aménagés, etc. J'ai fait 3 ans de droit. T'as eu une licence? Non, alors? pas du tout. J'ai eu mais que de mes premières années en 3 ans. Ouais, ça va. Et, et la fac était juste en face en plus de mon ancien lycée. Mais non, j'ai pas... Et après, t'arrêtes après les 2 ans de droit? Après, en fait, ma mère me manque. Du coup, je remonte à Paris. Ma vraie vie, en fait, me manque d'enfance, etc. En fait, je suis parti très tôt de chez moi, donc c'était un peu chiant. Et en fait, à 20 ans, je remonte à Paris, je me dis qu'en fait, je suis à Rennes, je suis dans une ville qui est pas si ouf que ça, en vrai, pour ce que je veux faire, pour les ambitions que j'ai. D'accord. Surtout ça, tu vois. Et pour le sport-études? Ça me plaisait plus parce que l'athlétisme, c'est un sport qui est très ingrat. C'est un sport où tu donnes énormément. C'est un sport où tu donnes énormément, mais il y a très peu de retours. C'est très, on est une famille, mais moi, une famille, j'en ai déjà une. Il n'y a pas de soutien financier, il n'y a pas vraiment de soutien. Tu vois. Je pense que tu n'aurais pas pu en faire ton métier. J'aurais pu en vivre un peu, etc. Mais franchement, c'est un sport qui mérite beaucoup plus en France parce qu'il y a vraiment des gens qui se battent pour les clubs. Il y a très peu de soutien financier. Il y a des mecs qui sont très investis, mais ça reste des gens qui ont 2 ou 3 métiers à côté. Tu vois, t'as des mecs qui étaient champions de France que je connais, le matin ils allaient travailler à Monoprix, et tu vois, le soir... C'est vraiment un métier... C'est très ingrat, ouais. C'est vraiment très ingrat, et c'est dommage. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a... En fait, on va dire... T'as vu les limites, en fait. J'ai vu mes limites très vite par rapport à plein de gens, et c'est là où je suis fier de moi. C'est que j'ai vu qu'en fait, si je restais, je resterais dans un confort sans très de grandes ambitions. Et j'avais des grandes ambitions. Et à ce moment-là, quand tu rentres à Paris, c'est quoi les grandes ambitions? Là, je rentre, année très dure, parce que je retourne vivre chez mes parents. Donc, t'as quel âge? J'ai 19 ans, je crois. Ouais, 20 ans. J'ai entre 19 et 20 ans. Ou 21 ans même.
Bref, je sais même plus, parce que j'ai fait des allers-retours. Ouais, j'avais 21 ans à peu près. Je retourne chez mes parents. Donc très dur, tu vois. J'avais un appartement à Rennes, je repars à zéro. Je continue l'athlétisme pendant 1 an dans un gros club qui est Entente Franconville-Val d'Oise, qui est un des meilleurs clubs de France. Je m'entraîne là-bas, mais je vois que c'est dur, c'est un autre club, c'est une autre façon de penser, etc. Et je vois que surtout, je suis plus animé par ça. Et t'es performant quand même, ou même plus? Je suis performant, mais pas autant qu'avant. Je vois que ça y est, en fait, il y a un truc de... Qui s'est éteint, toi, quoi. Non, il y a un truc... Je vois que j'étais plus passionné. Et c'est vraiment un truc de l'athlétisme, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de passions, c'est soit tu donnes tout, soit c'est mort, si tu fais les choses à moitié. Et je voyais que ça commençait à être redondant, que je prenais plus plaisir, etc. Du coup, l'année d'après, j'arrête tout. À côté, ce que je fais surveillant dans un lycée. Ouais. Je fais plein de travail. Et ça me sauve un peu ce travail parce que... et j'ai beaucoup aimé la transmission un peu avec les élèves je suis étudiant encore et faire comprendre aux élèves un peu les règles du lycée. Qu'en plus j'étais un élève un peu qui était un peu perturbateur, donc rien m'atteignait, tu vois, parce que je voyais tous les vices et toute l'inconscience qu'ils avaient. Et du coup j'ai été un très bon surveillant aussi pour les élèves, etc. Donc ça m'a donné beaucoup de... Tu le fais pendant combien d'années? 3 ans. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour la scène. Et la chance de l'éducation nationale, c'est qu'à la base, c'est un métier qui est fait pour ça, c'est que surveillant, tu as des horaires aménagés pareil, tu peux travailler 20 heures, tu as tous tes week-ends, donc je pouvais jouer le soir. Et là, tu joues déjà à ce moment? Non, là, je faisais du théâtre, j'étais au cours Florent. Et après, l'autre année, j'arrête les cours Florent et je commence à jouer le soir dans des cafés-théâtres. Pourquoi t'arrêtes les cours Florent? Parce que ça me plaisait pas pareil. J'ai compris, j'ai vu les limites directes. Non, mais c'est une très belle école, une très grande école. Je pense qu'ils ont un savoir-faire, mais moi, c'était pas quelque chose... Et à ce moment-là, tu penses toujours pas encore à monter toi sur scène en stand-up? Je rencontre un mec qui s'appelle Nolan Darmon, qui était au cours Florent, qui avait 12 ans de plus que moi. Un mec qui était directeur marketing et tout, bref, un mec qui a gagné très bien sa vie. Et lui, il avait ce truc de... Mes parents, ils m'ont jamais laissé faire ce que j'avais envie de faire, d'être comédien. Du coup, maintenant, je fais comédien et du coup, on a eu un lien, c'est devenu un pote de fou. Et lui, il m'a dit, fais du stand-up. Et c'est lui qui m'a trouvé les premiers endroits où aller. Et du coup, non, vraiment. Donc tu lui dois beaucoup quand même. Bien sûr. Et lui, en fait, c'était juste un challenge qui s'est fait de créer un spectacle devant ses potes. Il a loué une salle dans Paris. Il a ramené 80 potes à lui. Il a fait son spectacle. Après, il a arrêté, lui, tu vois. Il a repensé à l'argent, il a raison. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'argent au début dans ça. Donc... non, mais c'est un mec qui gagnait très bien sa vie. Donc très vite, il avait d'autres passions, tu vois. Il avait d'autres trucs, mais il s'est fait un challenge et j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a arrêté un moment de sa vie pour faire ça. Et je lui dois beaucoup parce que oui, ça a été un peu un mentor au début. C'est un mec qui m'a donné un peu qui m'a dit va là-bas, fais ça. Est-ce qu'il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver qu'humoriste? Commissaire de police. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que, mais après, en vrai, c'est l'anecdote pareille, c'est que mon père, il aimait beaucoup les téléfilms policiers. Et pareil, ça a été un truc, quand je le voyais devant ce genre de série, etc., je voyais qu'il kiffait, en fait. Et en fait, j'ai pris... je me suis un peu inspiré de ça. Je me suis dit, ça serait charmant d'être commissaire de police, tu vois, des séries basiques, tu vois. Et en fait, quand j'ai grandi, je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je veux faire du cinéma. Et j'aimerais peut-être un jour avoir un rôle de commissaire de police au cinéma. D'accord. Mais non. Tu t'es renseigné? Bien sûr, j'ai fait du droit à Rennes. J'étais en sport-études et je faisais du droit. J'ai eu des horaires aménagés, etc. J'ai fait 3 ans de droit. T'as eu une licence? Non, alors? pas du tout. J'ai eu mais que de mes premières années en 3 ans. Ouais, ça va. Et, et la fac était juste en face en plus de mon ancien lycée. Mais non, j'ai pas... Et après, t'arrêtes après les 2 ans de droit? Après, en fait, ma mère me manque. Du coup, je remonte à Paris. Ma vraie vie, en fait, me manque d'enfance, etc. En fait, je suis parti très tôt de chez moi, donc c'était un peu chiant. Et en fait, à 20 ans, je remonte à Paris, je me dis qu'en fait, je suis à Rennes, je suis dans une ville qui est pas si ouf que ça, en vrai, pour ce que je veux faire, pour les ambitions que j'ai. D'accord. Surtout ça, tu vois. Et pour le sport-études? Ça me plaisait plus parce que l'athlétisme, c'est un sport qui est très ingrat. C'est un sport où tu donnes énormément. C'est un sport où tu donnes énormément, mais il y a très peu de retours. C'est très, on est une famille, mais moi, une famille, j'en ai déjà une. Il n'y a pas de soutien financier, il n'y a pas vraiment de soutien. Tu vois. Je pense que tu n'aurais pas pu en faire ton métier? J'aurais pu en vivre un peu, etc. Mais franchement, c'est un sport qui mérite beaucoup plus en France parce qu'il y a vraiment des gens qui se battent pour les clubs. Il y a très peu de soutien financier. Il y a des mecs qui sont très investis, mais ça reste des gens qui ont 2 ou 3 métiers à côté. Tu vois, t'as des mecs qui étaient champions de France que je connais, le matin ils allaient travailler à Monoprix, et tu vois, le soir... C'est vraiment un métier... C'est très ingrat, ouais. C'est vraiment très ingrat, et c'est dommage. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a
En fait, on va T'as dire, vu les limites, en fait. j'ai vu mes limites très vite par rapport à plein de gens. Et c'est là où je suis fier de moi. C'est que j'ai vu qu'en fait, si je restais, ça aurait été, je resterais dans un confort sans très de grandes ambitions. Et j'avais des grandes ambitions. Et à ce moment-là, quand tu rentres à Paris, c'est quoi les grandes ambitions? Là, je rentre, année très dure, parce que je retourne vivre chez mes parents. Donc, T'as quel âge? j'ai 19 ans, je crois. Ouais, 20 ans. J'ai entre 19 et 20 ans. Ou 21 ans même. Bref, ça, je sais même plus, parce que j'ai fait des allers-retours. Ouais, j'avais 21 ans à peu près. Je retourne chez mes parents. Donc très dur, tu vois, j'avais un appartement à Rennes, je repars à zéro. Je continue l'athlétisme pendant 1 an dans un gros club qui est Entente Franconville-Val d'Oise, qui est un des meilleurs clubs de France. Je m'entraîne là-bas, mais je vois que c'est dur, c'est un autre club, c'est une autre façon de penser, etc. Et je vois que surtout, je suis plus animé par ça. Et t'es performant quand même, ou même plus? Je suis performant, mais pas autant qu'avant. Je vois que ça y est, en fait, il y a un truc de... Qui s'est éteint, toi, quoi. Non, il y a un truc. Je vois que j'étais plus passionné. Et c'est vraiment un truc de l'athlétisme, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de passions, c'est soit tu donnes tout, soit c'est mort, si tu fais les choses à moitié. Et je voyais que ça commençait à être redondant, que je prenais plus plaisir, etc. Du coup, l'année d'après, j'arrête tout. À côté, ce que je fais surveillant dans un lycée. Ouais. Je fais plein de travail. Et ça me sauve un peu ce travail parce que et j'ai beaucoup aimé la transmission un peu avec les élèves je suis étudiant encore et faire comprendre aux élèves un peu les règles du lycée. Qu'en plus j'étais un élève un peu qui était un peu perturbateur, donc rien m'atteignait, tu vois, parce que je voyais tous les vices et toute l'inconscience qu'ils avaient. Et du coup j'ai été un très bon surveillant aussi pour les élèves, etc. Donc ça m'a donné beaucoup de... Tu le fais pendant combien d'années? 3 ans. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour la scène. Et la chance de l'éducation nationale, c'est qu'à la base, c'est un métier qui est fait pour ça, c'est que surveillant, tu as des horaires aménagés pareil, tu peux travailler 20 heures, tu as tous tes week-ends, donc je pouvais jouer le soir. Et là, tu joues déjà à ce moment? Non, là, je faisais du théâtre, j'étais au cours Florent. Et après, l'autre année, j'arrête les cours Florent et je commence à jouer le soir dans des cafés-théâtres. Pourquoi t'arrêtes les cours Florent? Parce que ça me plaisait pas pareil. J'ai compris, j'ai vu les limites directes. Non, mais c'est une très belle école, une très grande école. Je pense qu'ils ont un savoir-faire, mais moi, c'était pas quelque chose... Et à ce moment-là, tu penses toujours pas encore à monter toi sur scène en stand-up? Je rencontre un mec qui s'appelle Nolan Darmon, qui était au cours Florent, qui avait 12 ans de plus que moi. Un mec qui était directeur marketing et tout, bref, un mec qui a gagné très bien sa vie. Et lui, il avait ce truc de... Mes parents, ils m'ont jamais laissé faire ce que j'avais envie de faire, d'être comédien. Et du coup, maintenant, je fais comédien, et du coup, on a eu un lien, c'est devenu un pote de fou. Et lui, il m'a dit, fais du stand-up. Et c'est lui qui m'a trouvé les premiers endroits où aller. Et du coup, non, vraiment. Donc tu lui dois beaucoup quand même. Bien sûr. Et lui, en fait, c'était juste un challenge qui s'est fait de créer un spectacle devant ses potes. Il a loué une salle dans Paris. Il a ramené 80 potes à lui. Il a fait son spectacle. Après, il a arrêté, lui, tu vois. Il a repensé à l'argent, il a raison. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'argent au début dans ça. Donc, non, mais c'est un mec qui gagnait très bien sa vie. Donc, très vite, il avait d'autres passions, tu vois. Il avait d'autres trucs, mais il s'est fait un challenge et j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a arrêté un moment de sa vie pour faire ça. Et je lui dois beaucoup parce que oui, ça a été un peu un mentor au début. C'est un mec qui m'a donné un peu qui m'a dit va là-bas, fais ça. Et le Jamel Comedy Club, ça arrive quand? Ça arrive après. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment attendu la phrase de ne te crame pas. Je l'ai pas pris, j'avais pas peur de me cramer, tu vois, parce que j'étais quand même serein sur ce que je faisais et je suis assez exigeant sur mon travail. Mais j'ai vraiment pris le temps d'aller dans les endroits quand j'étais prêt. C'est-à-dire jamais je me suis montré au Jamel Comedy Club trop tôt. Là, il y a une génération qui arrive où les gens ils veulent se montrer très vite. Et qu'en fait, très vite on t'oublie parce que t'es arrivé, c'était pas le bon moment et que t'aurais dû attendre un peu. Et du coup, j'ai attendu. J'ai attendu et je commence à rentrer au Jamel Comedy Club. Je faisais les Deb Jam. J'en faisais une tous les 3 mois, une tous les 4 mois. Comment ça se passe d'ailleurs pour rentrer dedans, pour intégrer le Jamel Comedy Club? Donc moi, je fais les cours d'Alex Nguyen. Je vais te dire comment ça se passe. C'est ce que le garçon dont je parlais, Nolan Darmon, il m'a emmené là-bas. Donc je fais ses cours. C'est un truc, on est qu'entre nuls. On est qu'entre mecs nuls. C'est vrai? On est qu'entre mecs nuls, donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de... Il y a quand même une sélection pour les nuls? Non, tout le monde peut venir et le faire. Ouais, tu sais bien, c'est un cours. Mais la sélection, c'est la sélection naturelle de qui a vraiment envie de faire ça. Mais ce qui est bien, ce truc-là, c'est que on est qu'entre nuls, c'est-à-dire il n'y a pas de pression. On est tous là, on a tous le même niveau. On est tous là avec nos questions, on est tous là avec... on ne sait pas comment écrire, comment ça se passe, etc. Et Alex Nguyen, c'est pas un bon stand-upper. Donc voilà, mais c'est un mec qui est très pédagogue. Et du coup, son cours, moi je le conseille d'y aller, en moins de le faire 2-3 mois.
Et Tu l'as fait combien de temps, toi? moi, je l'ai fait presque 1 an, mais j'y allais j'y allais 2 fois par mois, tu vois. D'accord. Donc, tu vois, au début, j'avais mon rythme, parce que je faisais encore de l'athlétisme à ce moment-là, tu vois. Et donc, moi, je fais partie déjà des gens du cours qui sortent du lot. Donc, Alex, il me dit, Ayoub, va au Comedy Club, va à la Deb Jam. Du coup, je l'écoute, je vais à la Deb Jam, j'en fais une, je sors un peu du lot aussi pareil. Il me rappelle le directeur artistique, j'y vais. Et pour rentrer au Jamel Comedy Club, t'as un truc, bon, ça a un peu changé maintenant, mais moi, en tout cas, quand je suis rentré, c'était l'époque, on va dire, où c'était vraiment strict. Il y avait la Deb Jam, il y avait un créneau tous les mardis, et tu devais envoyer une vidéo, et tu faisais. Et s'il aimait bien ta vidéo, il t'appelait. Donc c'était un truc pour les débutants. T'es pas payé, tu vas. J'y allais. Donc moi, au début, je suis un peu sorti du lot aussi, pareil. Le metteur en scène, Jean-Michel Joyaux à l'époque, il m'envoyait des messages. Est-ce que tu veux venir jouer? Il m'en mettait une tous les 3-4 mois. Donc j'en faisais 3 par an, tu vois. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Bah, je joue dans des cafés miteux. Je joue dans des bars devant 5 personnes, devant 8 personnes, 20 personnes, tu vois, mais ça me dérangeait pas, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une règle dans le stand-up, au début, il n'y a pas de conseil officiel, tu vois. À part, joue, genre monte. Genre même tu joues devant 5 personnes, monte, Ouais. tu vois. Tout le temps. Tout le temps, et c'est vraiment ça qui va te faire devenir quand même un bon stand-upper, entre guillemets. Après, il y a d'autres règles, etc. Mais le vrai conseil officiel que j'ai donné, c'est jouer. La pratique. Et après, il y a les règles de ton perso sur scène, ta proposition, etc. Donc moi, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Donc j'ai joué. Donc j'ai fait les Deb Jam pendant 1 an et demi. Donc des trucs de débutants. Je joue au Paname un peu aussi à côté. Au Paname Art Café. Là, ça commence à être un peu le bon niveau. Le patron, pareil, Karim Kachour et Kader Aoun, qui est le directeur artistique. Ils me repèrent pareil. Donc je joue un peu, je fais les scènes, je commence à jouer un peu avec les anciens, nanana, pareil, on entend parler de moi. Et la Deb Jam, il me rappelle, et Jean-Michel Joyeux, il me dit, Ayoub, on a, en 2019, il me dit, là, on a le best-of des meilleurs débutants. T'es dedans, est-ce que tu veux venir? Donc je viens, j'y vais, c'est vraiment là le déclic. Et t'as le directeur artistique de la troupe, vraiment le truc pro, où les gens ils sont payés en cachet, etc., qui est Tarek Sedak à l'époque. Il me repère, il me dit, est-ce que tu veux venir à la troupe? Ça aurait pris combien de temps au final? Ça aura pris 1 an et demi. Ça va? Pour la ouais, ça aura pris. Moi, ça a été vite pour ça. Et Tariq, il me repère et il me dit tu veux venir faire la troupe. Au début, je suis remplaçant, donc j'y vais. Et après, je rentre dans la troupe et j'ai plus jamais quitté la troupe, le Jamel Comedy Club. Voilà. Tu la quitteras jamais? Bah, là, je suis parti pour en faire à fond. Après, je vais écrire mon histoire personnelle aussi, tu vois, mais la troupe fait partie de mon histoire personnelle. Ta meilleure anecdote sur scène? Ma meilleure anecdote sur scène. C'est compliqué les anecdotes sur scène. Je pense que la meilleure salle dans laquelle j'ai... Bah, cette anecdote, elle est pas mal parce que j'étais vraiment un débutant et je passe de débutant à pro en une soirée, quoi. Et on me repère, j'ai été très fort. Ce soir-là, j'ai vraiment été très fort. Je sors du lot et on vient me voir, on me dit ouais, tu vas être dans la troupe. Et moi, au début, je savais pas que ça allait amener vers tout ça, tu vois. Donc après, j'ai pas d'anecdote précise sur la scène, à part... T'as déjà fait un bide? C'est moi, je suis très marrant, Malika. Non, bien sûr. Non, ma pire anecdote, c'est dans une chicha. Qu'est-ce qui s'est passé? Le micro, il fonctionnait pas et t'entendais... Il y avait des gens qui me disaient plus fort, et vraiment, on entend « Sors, sors !» Et depuis ce jour-là, je me suis dit... Plus jamais ça m'arrive. T'as continué? C'était au tout début. Ouais, bien sûr, j'ai continué. J'étais avec un mec qui s'appelait Richard Sabac, on était en scooter. Tu fais comme si t'entends pas sort? Non, j'ai joué, j'ai continué. J'ai entendu le sort, je suis resté 30 secondes et je me suis barré. Et le micro il déconnait, etc. C'était horrible. En général, les gens dans les chichas ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour se moquer. Non, c'est vrai, ils sont pas là pour rigoler. Donc moi, c'est pas un truc que j'aime. Je suis vraiment un mec de la scène et du théâtre. Donc voilà, après ça m'a forgé parce qu'à partir de là, je me suis dit plus jamais, il n'y a plus personne qui va me parler comme ça. Ouais, bon, si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment consacrée à l'école. Comment tu juges l'école française de l'extérieur aujourd'hui? Et finalement, t'étais il n'y a pas si longtemps puisque... J'étais surveillant. Voilà. Moi, vraiment, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais petit, j'ai pas senti de discrimination, tu vois, en tant qu'élève rebeu. Pourtant, j'ai vécu dans des villes où... À Rennes, donc? Ouais, même dans des petits... Moi, j'ai beaucoup déménagé, en vrai, je t'ai pas tout raconté, mais j'ai beaucoup bougé, moi. J'ai vécu dans des quartiers, après j'ai vécu dans des villes où c'était un peu plus calme, et en tout cas, bien sûr qu'il y a une inégalité entre les villes, l'école, dans les quartiers un peu populaires et dans les quartiers un peu moins populaires, etc. Je pense qu'il y en a qui ont plus de chance, déjà au départ, à l'école, et surtout les profs qu'ils ont.
Après l'école, je pense en France, les profs, il y a beaucoup de bons profs. Je pense qu'il y a beaucoup de profs aussi qui ne se sentent pas soutenus, donc ça doit être très difficile pour eux. Après, moi en tout cas, en tant qu'élève, j'ai subi des fois quelques trucs un peu relous, etc. Comme quoi Des fois j'ai senti un peu des inégalités par rapport à ce que j'ai eu. Je ne vais pas dire de la discrimination, mais comment? j'ai senti des fois qu'il y avait des trucs qu'on a été plus dur avec moi, tu vois. Mais mon père, ça il nous l'a expliqué qu'on allait être plus dur avec nous, donc j'étais prêt. Mais bien sûr, moi, quand j'étais dans une ville où il y avait que moi, le seul rebeu de la ville, et que après voilà, moi j'assume, hein, j'ai pas toujours été un élève de ferme innocent, comme on dit, un garçon de ferme. Tu avais l'impression qu'il y avait de l'injustice dans le traitement? Il y avait un peu d'injustice dans le traitement, mais c'était pas non plus des choses qui ont fait que j'ai trouvé ça très grave, tu vois. Mais il y en avait. Après, parce que j'étais peut-être pas faible et que j'étais bien entouré grâce à mes parents. Après, ça dépend en fait de ta personnalité aussi et de ta confiance. Et aussi du soutien que tu as derrière toi. Parce que la confiance, mais si ton père il t'avait pas entre guillemets briefé sur ça, tu penses que tu l'aurais vécu différemment? En fait, mon père, il m'a briefé, et surtout mon père, il y avait un truc très beau, c'est que devant nous, il nous le disait pas, mais dès qu'il y avait des réunions, des conseils de discipline, etc., parce que j'en ai eu pas mal, j'ai eu quelques conseils de discipline, etc. Pas mal. Et mon père, il y avait un truc qui était très touchant, c'est qu'il nous soutenait à fond. C'est-à-dire, il arrivait, il perdait pas la tête devant les profs. Il comprenait ce qu'il disait, mais il comprenait très vite aussi les choses malsaines des fois qu'il y avait, les inégalités. Donc très vite, il nous soutenait quand il savait que c'était pas juste de nous faire ça à nous. Mais c'est juste à ses enfants, de toute façon. Ouais, mais mon père, il était dur, donc t'inquiète pas il savait quand c'était juste. Tu le craignais un peu? Ouais, bien sûr. Craignez, oui. Après, c'est mes parents, bien sûr qu'il faut. Ils nous ont tout donné. Donc, après, c'est très délicat aussi. Je sais pas les gens leur rapport qu'ils ont avec leurs parents. En tout cas, moi, ouais, bien sûr, je peux que être respectueux de mes parents. L'école de demain, tu la vois comment? Moi, je pense que l'école de demain, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de personnes différentes. Et je pense qu'on doit plus élargir notre méthode d'apprentissage parce que il y a beaucoup d'élèves délaissés, moi, je trouve. Il y a beaucoup d'élèves. Comment on fait en sorte qu'ils ne soient pas délaissés? C'est très dur. Après, moi, j'ai pas la solution. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, peut-être il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer, qui vont me dire t'es dur, etc. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai été surveillant. Donc, moi, j'ai vu des choses de mes propres yeux. L'école de demain, je pense que elle va être spéciale aussi d'un côté parce qu'il y a les réseaux aussi maintenant. Il y a les outils qu'on n'avait pas. Comment on gère ça alors? Moi, je suis pas encore ministre de l'Éducation nationale. Si tu l'es, on te demande de faire une projection, tu sais rêver. Mais moi, je suis positif, je pense que ça va être bien. On a un pays exceptionnel, la France. Donc, en vrai, on a de la chance sur plein de choses. Même, je suis pas là pour taper sur le... Tu le voyais, le harcèlement, quand tu étais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, tu le vois, le harcèlement. Et en fait, tu le vois aussi vers les élèves qui... Il n'y a pas que le harcèlement. Il y avait du harcèlement, bien sûr. Il y en a toujours eu. Et je pense qu'il y en a moins qu'avant, parce qu'on est quand même un pays où on essaie de se battre là pour ça. Donc on va quand même... Cette année, depuis la rentrée de septembre, ça fait partie des grands points qui ont été étudiés dans l'éducation, et notamment le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et tu l'as évoqué il y a quelques secondes. Moi, ce que je veux te dire... Bien sûr, il y a le harcèlement des réseaux sociaux. Il y a les réseaux qui prennent une tournure... ça prend une vie importante. Ça prend une place importante dans la vie des élèves. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens talentueux. Beaucoup d'élèves brillants. Après, moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a des inégalités, surtout dans les quartiers. Tu vois, je viens pas là pour dire... Il y a beaucoup d'élèves brillants, talentueux, etc., que l'école va pas laisser briller. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont pas pouvoir avoir la destinée que tu penses qu'ils auraient pu avoir ailleurs. Exactement, ça veut dire qu'ils vont pas se sentir à leur place parce que c'est des gens qui ont été nuls en maths, c'est un peu des élèves qui sont perturbateurs parce que c'est un peu pour eux de montrer ce qu'ils sont dans la vie, etc. Mais c'est des gens, quand tu parles avec eux, qui sont très intelligents, qui ont des projets, etc., mais qui n'ont pas tant confiance que ça, tu vois, en eux, parce que ils n'ont pas des bonnes notes, les profs, il y a des profs qui les soutiennent pas, ils les rabaissent. On va pas essayer de chercher le vrai problème et le vrai fond, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un très beau film qui a été fait, c'est La vie scolaire. Ouais. Tu vois, quand on montre l'élève là qui est un peu perturbateur, mais tu vois, qui a une vie un peu difficile avec ses parents et tout, bon, c'est un peu cliché, tu vois. Mais c'est un très beau film, moi, je trouve, La vie scolaire. C'est un très beau film sur un peu l'école d'aujourd'hui. Donc, du coup, ta solution? Mais toi, ta solution?
Bah non, moi je suis là pour me demander quelle est ta solution. Moi, À réfléchir. Moi, j'ai pas de solution. Je pense qu'on devrait essayer de prendre plus le temps sur les gens. On ne devrait pas s'arrêter qu'aux notes et qu'aux... C'est ça, et arriver à ça. valoriser les élèves au-delà des résultats, quoi. Parce que comme j'ai dit encore, il y a beaucoup de gens que la ville ne laissera pas briller, malheureusement, et qui sont très brillants, vraiment. Parce que moi, j'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec ces élèves. Ils ont une façon de penser, ils sont assez vifs, etc. Et voilà, ils vont malheureusement, pour certains, mal finir. Et c'est un peu... C'est triste comme Non, constat. non, mais c'est un peu de la faute aussi des parents, attention. Mais il y a une grosse part de responsabilité aussi de ce que l'école doit faire. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.